C'est un plaisir d'accueillir pour la première fois chez nous le professeur de Meulemestre qui va nous parler d'Althusser, que peu d'entre nous connaissent. Moi, je sais que jusqu'à il y a peu de temps, en fait, j'ignorais les travaux de cette personne. Alors, le professeur de Meulemestre qui est au CNRS, c'est même directeur de recherche au CNRS à présent. En fait, c'est j'ai presque une passion, j'ai l'impression, puisque déjà les travaux de thèse portaient sur ces idées de fédéralisme, de souveraineté. On a beaucoup écrit sur Baudin. Alors elle a fait un gros travail pour traduire la politique méthodiquement ordonnée et illustrée par des exemples sacrés et profanes. Donc une traduction d'Althusser qui est parue en 2023. Je crois que c'était un travail de longue haleine. Elle nous en dira peut-être quelques mots. Voilà, donc c'est bien, je crois que c'est vraiment un peu la philosophie de cette école du libéralisme, prendre le temps d'aller creuser un peu les sources qu'on n'a pas toujours le temps de faire. C'est vrai que c'est bien de parler des applications concrètes du libéralisme, mais c'est aussi bien de savoir comment, mais ma foi, cette proposition politique, finalement, a mis des années à émerger, a dû se battre. Voilà. Donc je pense qu'on va en découvrir un peu plus. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. Et donc la règle du jeu, vous parlez, voilà, le temps qu'il vous faut, mais après 45 minutes, après on aura une ouverture au débat. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc moi, je vais vous parler d'un auteur que j'ai découvert en thèse, donc en début de thèse, en 2004. Et à l'origine, je travaillais sur la notion d'identité politique de l'Union européenne. Et ce qui bloquait en fait à l'époque la réflexion, c'était la référence à la souveraineté des États, qui empêchait de penser l'idée ou de concevoir pour l'Europe l'idée d'une communauté politique supranationale. Donc je ne comprenais pas cette résistance. Donc je suis revenue à la période où le concept de souveraineté, en fait, la notion a été forgée, et à son inventeur, donc le juriste français Jean Bodin, donc Les 6 livres de la République, 1576, donc livre qui théorise l'idée d'un pouvoir central absolu, indivisible et inaliénable. Donc aujourd'hui, évidemment, le concept nous semble familier, mais à l'époque où il apparaît, donc où il est forgé, et il est extrêmement débattu et combattu en particulier par un autre courant qu'on a appelé péjorativement les monarchomaques, les combattants des rois, et donc qui soutenait, qui mettait en avant les droits imprescriptibles du peuple. Et le juriste allemand, donc Johannes Althusser, parachève les thèses donc, de ses prédécesseurs pour forger un tout autre modèle, évidemment, opposé à la souveraineté étatique. Donc, il le fait donc, dans un ouvrage, donc évidemment, la Politica Methodica, donc le texte latin, Politica Methodicae Digesta et Exemplis Sacra et Profanis Illustrata, donc la politique méthodiquement ordonnée et illustrée par des exemples sacrés et profanes, donc Althusser calviniste. Donc forcément, on aura une bonne base biblique. Donc avec Althusser, on entre dans un paysage politique totalement différent, évidemment, que celui de Bodin. Althusser résonne en référence au Saint-Empire romain germanique, un vaste territoire divisé en länder autonomes, avec un empereur qui ne gouverne pas à proprement parler, des villes libres, des villes semi-libres, des alliances entre communautés, etc. Ensuite, Althusser est juriste de formation, mais il a aussi une carrière politique. Donc il enseigne d'abord, après son doctorat, il enseigne le droit à l'Académie calviniste de Herborn, donc période pendant laquelle il rédige la première version de sa Politica, qu'il publie en 1603. Puis il est recruté en 1604 par une riche cité portuaire calviniste, Emden, qui se trouve à la frontière entre la Frise orientale et occidentale. Et donc au niveau local, donc, le poste de secrétaire est très important parce qu'il doit protéger les statuts, les franchises de la ville, qui est en prise avec les potentats locaux qui violent, qui empiètent sur ses droits, et potentats locaux luthériens évidemment. Et sur le plan plus large, Althusser s'engage aux côtés de la jeune République des Provinces-Unies, les anciens Pays-Bas,
qui sont en guerre à l'époque, qui subissent la guerre que mène contre elles Philippe II d'Espagne, le prince de la Contre-Réforme, qui n'accepte pas qu'elle se détache, si vous voulez, de l'Empire. Et donc, à la lumière de ces expériences, il retravaille profondément son ouvrage et en fait paraître une version totalement différente en 1614. Donc, c'est la version, en fait, troisième édition qu'on considère comme la version définitive. Et dans cette version, donc il construit vraiment son opposition à la souveraineté bodinienne en développant les chapitres sur la cité, la province et en rajoutant le fameux chapitre sur le droit de résistance. Donc, aujourd'hui, on connaît généralement Altusius pour sa fameuse thèse de la souveraineté du peuple. Donc il l'énonce dès la préface de sa politique en indiquant le principal adversaire qu'il entend réfuter. Donc là je cite, « Bodin soutient avec force que les droits de souveraineté ne peuvent être attribués au royaume, c'est-à-dire au peuple. J'affirme précisément le contraire. Je soutiens que la propriété et l'usufruit des droits de souveraineté appartiennent de droit au royaume, c'est-à-dire au peuple dans son ensemble. Pourquoi ? Les droits de souveraineté sont tellement propres au corps symbiotique de la consociation universelle, la République, qu'ils périraient si on les lui ôtait. C'est simple. Retirer le pouvoir au peuple revient à le priver de sa vie. Mais Altusius ne propose pas un autre mode de gouvernement où le peuple prendrait la place du monarque. Il repense bien plus radicalement l'ensemble de la politique en la fondant sur le principe de l'appartenance conjointe des droits de souveraineté par l'ensemble des membres du royaume. Donc c'est cette thèse donc, du partage de la souveraineté qui lui vaut d'être reconnu comme le premier théoricien du fédéralisme. Et bon, c'est celle que je vais développer dans ma présentation. Alors, comme la théorie politique ne lui fournit pas à l'époque les outils conceptuels pour décrire ce processus, il forge de nouveaux concepts, consociation, communication, symbiote, voilà, qui lui permettent en fait de changer l'échelle d'analyse politique par rapport aux nôtres. Nous, on dirait par exemple État, individu, société. Bon. Donc c'est le premier point sur lequel je reviendrai. Alors, ces éléments permettront de préciser dans un deuxième temps sa thèse du partage de la souveraineté. Et dans un troisième temps, je reviendrai sur sa théorie politique contractualiste, qui montre ses apports au libéralisme politique. Ça, je l'ai fait un peu pour vous. Et dans un dernier temps, je reviendrai sur la fécondité de sa pensée, qui permet de penser le fédéralisme en dehors de la catégorie de l'État. Alors d'abord, question un petit peu de vocabulaire, de se mettre un petit peu dans sa pensée. Donc la notion de consociation, c'est comme ça, vraiment comme ça se prononce, qu'il substitue à la division moderne entre État et société. Alors là, la doctrine de la consociation est au cœur de la théorie politique d'Altusius. Donc il précise dans sa préface, et donc il explique l'introduction de cette nouvelle notion par une critique qu'il adresse à ses contemporains. Il propose des théories du pouvoir, Bodin, du meilleur régime, du gouvernement, etc. Mais ça, ce ne sont que des facettes de la politique. En fait, c'est le versant institué du pouvoir. Si l'on veut penser la politique en tant que telle, il faut l'étudier à partir de sa source, du fait politique dans son sens le plus originaire. Et ce fait politique primaire, c'est donc pour lui l'entraide et la collaboration des hommes pour satisfaire leurs besoins et atteindre une vie confortable. Donc entraide, collaboration, besoins des hommes, vie confortable. Donc pour lui, le bon niveau d'analyse pour étudier la politique est ce qu'il appelle la consociation. Donc il expose donc cette doctrine dans la première partie de son ouvrage, qui va des chapitres 1 à 9, où il analyse successivement ces différentes formes. Donc il en décrit d'abord deux formes privées, la famille, le collège et les corporations, puis des formes publiques, ce sont des entités territoriales, les villages, les bourgs, etc., puis les cités et les villes, puis les provinces, et au terme, la consociation universelle, ou république.
Donc le terme de consociation existait déjà dans la tradition, on le retrouve chez Cicéron par exemple. Mais lui en fait un concept politique. Il le définit comme l'union par un pacte d'individus ou de membres qui s'engagent à s'apporter les moyens et les services nécessaires à leur vie commune sous le respect d'un même droit. Donc 3 éléments, les biens, les services, le droit. Donc ils choisissent ce terme plutôt que celui d'association pour pointer la coopération et la solidarité sollicitées par l'action collective. La consociation n'unit pas des individus, comme le fait penser le terme d'association, mais des symbiotes, symbiotiki, c'est-à-dire des personnes qui vivent ensemble. Donc des personnes qui s'engagent réciproquement à la gestion de leur vie commune. Donc le moteur de la consociation est ce qu'il appelle la communication. Communicatio, il n'y avait pas de meilleure traduction, j'ai fait du mot à mot. La communication, c'est la capacité naturelle des hommes à s'inscrire dans la dynamique de l'échange. Donc la communication désigne l'espace politique à proprement parler. Ce n'est pas seulement ce que les citoyens s'apportent ou mettent en commun, comme on définit nous la chose publique, la res publica, mais tout ce qu'ils s'apportent réciproquement pour atteindre une vie confortable. Et il distingue donc trois dimensions à la communication. La communication des biens, c'est-à-dire que dans l'union consociative, chacun met en commun les fruits de son travail et les partage avec les autres membres suivant leurs besoins. La communication des services ou des activités, c'est-à-dire que chacun s'acquitte d'une activité conforme à ses compétences, comme l'artisanat, le commerce, le professorat, etc., dont il fait bénéficier les autres. Et il accomplit des charges ou des offices, du style secrétaire, trésorier, qui concourent à la bonne organisation de la vie commune. Et troisième communication, la communication du droit. Les symbiotes partagent, donc là quand je dis symbiote, c'est qu'on est au niveau de la famille, par exemple du collège, de la ville ou de la province, ou de la République. Donc les symbiotes partagent une communauté de droit, le droit symbiotique, qui instaure un ordre juste entre eux. Donc la consociation, dans la philosophie althussienne, constitue l'unité générique de l'organisation politique. Son apport conceptuel est d'appréhender les hommes comme coacteurs de la vie commune. Althusius donc élabore sur sa base la théorie du fédéralisme sociétal. Fédéralisme sociétal, c'est-à-dire la théorie d'une organisation de la pluralité des intérêts par un biais coopératif sur la base du consentement et de la solidarité. Et ces structures autonomes, donc les familles, corporations familiales, corporations collégiales, etc., lui permettent de décrire la formation de la République sur le modèle d'une construction pyramidale ascendante. Les consociations privées s'unissent par un pacte pour constituer la cité. Les cités s'unissent par un pacte pour former la province. Et les membres composés des cités et des provinces s'unissent par un pacte pour former la consociation universelle. Donc Althusius théorise donc l'institution politique sur un modèle inversé par rapport aux théoriciens de la souveraineté étatique, un modèle bottom-up, qui part du pouvoir de l'État pour penser à la société. Lui, il construit un modèle différent, donc un modèle bottom-up, qui part des formes politiques primaires pour s'élever progressivement à ces formes les plus complexes. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais un petit peu vous préciser cette notion de fédéralisme sociétal. Donc on a bien compris que c'était au niveau de la structure consociale. Et donc cette thèse fédéralisme sociétal qui explique sa thèse du partage de la souveraineté, c'est-à-dire la mise en place des prémices de la pensée fédérale. Alors l'originalité d'Althusius, qui le rend inclassable parmi les grands courants de la pensée politique et qui, justement, autorise ce modèle bottom-up, c'est de dire que chaque forme consociative dispose d'un droit propre, qu'il appelle le droit symbiotique. Et il le définit, donc ça c'est ma première définition,
chapitre 5, paragraphe 5, alinéa 5, donc, il le définit, donc le droit symbiotique, comme le droit et le pouvoir de mettre en commun et de partager les ressources utiles et nécessaires qui sont apportées par les membres associés pour l'existence du corps constitué. Donc là, on retrouve encore une fois donc, la notion de ressources utiles et nécessaires, hein, c'est-à-dire les communications de biens et les offices qu'on avait avant. Donc là, le droit symbiotique englobe les trois. Donc toute consociation, hein, qu'il s'agisse de la famille, de la province ou du royaume, possède par nature un droit symbiotique. Et Althussus en distingue deux types. Donc le droit symbiotique propre, le ius proprium, dont jouissent toute forme de consociation, et le droit de symbioté, le droit de souveraineté, le ius majestatis ou ius regni, qui appartient à la consociation universelle. Donc pour lui, en fait, les droits de souveraineté, c'est juste un type particulier du droit symbiotique. Donc, ce sont les droits propres, les droits symbiotiques propres de la consociation formée par l'union des consociations inférieures. L'apport donc, de cette thématisation du droit symbiotique est de conférer à toute forme consociative un statut et une autonomie juridique. Donc là, c'est pareil, encore une fois, je parle vraiment de toutes les structures de la République. Donc, ce qui les différencie, ces différents types, c'est la nature de la communication, c'est-à-dire les biens apportés, les services et les compétences conférées par leur droit symbiotique, qui s'accroissent évidemment à mesure de l'augmentation de leur taille. Donc le premier type de consociation est la symbiose privée. Et contrairement à ses contemporains qui relèguent la famille dans le domaine des affaires domestiques, elle relève pour Althussus de la politique parce qu'elle possède déjà à son niveau la capacité d'assurer son autonomie. Donc l'approche classique, si vous voulez, de la famille qu'on a héritée d'Aristote, lui semble beaucoup trop réductrice. Si l'on se réfère exclusivement au noyau familial, les relations mari-femme, père-enfant, homme-serviteur, on néglige tout le champ des activités pratiquées par ses membres pour subvenir à ses besoins. Et c'est précisément ce domaine d'activité qui permet à la famille d'assurer son autonomie matérielle et financière. Donc Althussus, évidemment, pointe dessus en disant en fait, vous oubliez, comme qu'il dirait, quand même quelque chose d'important. Et donc il présente de façon très détaillée et exhaustive les trois secteurs d'activité qui assurent cette autonomie de la famille. Donc l'agriculture, qu'il place en premier, l'artisanat et le commerce. Le deuxième type de consociation privée est le collège. Donc c'est assez similaire à ce qu'on appellerait aujourd'hui une corporation. Donc, elle désigne l'union par impact des citoyens pour renforcer leur secteur d'activité et faire fructifier leurs affaires. Donc, ce sont des consociations d'agriculteurs, d'avocats, de marchands, etc. Et donc la consociation collégiale est au service des intérêts privés. Donc, mais en lui reconnaissant un droit propre, Althussus lui donne une identité juridique. C'est-à-dire qu'il la protège en fait contre la juridiction publique. Donc son statut de consociation privée la rend indépendante de la juridiction publique. Bon. Et donc comme pour la famille, Althussus la thématise dans une perspective fonctionnaliste. Il répertorie, donc encore une fois, d'où les longues descriptions qu'on trouve dans son texte. Il répertorie et analyse de façon exhaustive tous les types de compétences et corps de métier qui permettent l'avènement d'une société florissante. Donc cela va donc de la consociation agricole à celle des métiers d'agrément, en passant donc par les consociations de commerce, métiers d'artisanat, etc. Et donc ça, c'est un point important, parce que la prise en compte de la sphère de production des biens est une innovation majeure dans la théorie politique. Et Althussus est le premier penseur à prêter attention à la matière du social. Ça lui permet de déjouer le piège des notions générales, comme la référence à la société, qui renvoie à une entité ou à des individus abstraits, une société sans qualité,
où le pouvoir souverain fait disparaître les structures intermédiaires entre l'individu et l'État. Althusius rend visible les acteurs de la vie sociale. Et ce nouvel angle d'analyse lui permet d'affirmer que la densité sociale, pour parler comme Durkheim, la densité sociale est le produit de l'activité des hommes, et non de l'autorité publique. Donc, le souverain n'a pas à instituer la société, elle s'institue toute seule par la coopération et le partage des compétences. Alors, la combinaison des intérêts particuliers et de l'intérêt collectif s'effectue au niveau des consociations publiques. Donc, elles sont formées donc, à partir des consociations privées qui s'unissent par un pacte pour pallier leurs insuffisances et gagner en autonomie. Et donc, compte tenu de leur taille, donc là je parle des cités et des provinces puis de la République, donc compte tenu de leur taille, leurs droits symbiotiques leur confèrent un grand nombre de compétences. Donc, elles bénéficient donc des biens et des services procurés par les consociations inférieures et procurent des services plus élaborés, donc comme l'éducation, la justice ou la prise en charge des personnes dans le besoin. Donc, Althusius, très engagé donc, dans la défense de l'autonomie des villes, qui sont menacées en son temps par les potentats locaux, accorde une grande importance à la cité. Donc, son statut juridique est clairement établi. Donc, la cité représente, comme on la conçoit aujourd'hui, enfin, je ne suis pas sûre, une personne fictive. Donc, elle dispose, je crois que j'ai précisé, j'ai précisé en fait pour vous parce qu'en fait tout son argumentaire est là, il partage les droits de citoyenneté, c'est-à-dire des compétences différentes qui ne se chevauchent pas pour chaque type de consociation. Donc, pour que ce soit clair, je vous les ai répertoriés, c'est plus facile. Donc, Althusius n'hésite pas à lui reconnaître ce qu'il appelle des droits régaliens. Et donc, c'est un juriste, si vous voulez, il ne va pas utiliser cette expression au hasard. Donc, elle doit disposer d'un tribunal de justice, son administration à la charge de la nomination aux offices publics, des recettes et des dépenses publiques, de l'entretien des biens publics, de la protection des biens de la communauté et de la promotion des activités bénéfiques à la communauté. Alors la consociation provinciale, elle, se forme par l'union des cités. Donc c'est une vaste entité, c'est un land. Donc vaste entité territoriale, donc elle intègre en plus des communautés politiques qui sont autonomes juridiquement. Donc ses compétences sont différentes de celles... Plouch, elle ne veut pas me mettre, il faut faire flèche, voilà. Sont différentes de celles de la cité. Premièrement, elle dispose du droit d'imposition et détermine la contribution de chaque membre aux dépenses communes. Ensuite, elle doit garantir la pratique du commerce et la communication des biens et services permettant d'assurer son autonomie. Troisièmement, elle doit prendre en charge la défense et la protection du territoire. Quatrièmement, elle doit veiller à la répartition équitable des avantages fournis par la vie provinciale. Et plus important, elle doit veiller à ce que ses membres respectent les termes du pacte qui les unit, c'est-à-dire qu'ils ne violent pas les règles de l'Union, en particulier en usurpant des compétences indues ou en faisant du tort à l'un des autres membres. Donc la province est responsable de la coexistence pacifique de l'ensemble des consociations qu'elle réunit. Alors la République, donc, qui arrive en fin de circuit, si vous voulez, donc ça on est au chapitre 9, donc il a reconstruit la République ou consociation universelle est le corps formé par l'ensemble des consociations publiques. Donc, comme toute forme de consociation, elle a un droit, elle possède donc un droit symbiotique propre, donc, qui est pour Althusius le droit de souveraineté. Donc il dit indifféremment le droit ou les droits de souveraineté. Et Althusius donc redéfinit la souveraineté comme le droit d'auto-organisation de l'ensemble du corps associé du royaume. Donc en l'attribuant au corps associé, il rend impossible de l'attribuer à un titulaire précis. Il n'appartient à personne en propre. Il est propre à la consociation universelle, c'est-à-dire au peuple consocié.
le peuple organisé. Bon. Et c'est pourquoi, dit-il, là je le cite, le peuple est déclaré indépendant d'un point de vue législatif, économique et juridique. La souveraineté, elle n'appartient pas au prince, elle n'appartient pas aux organes gouvernementaux. Non, elle appartient au corps organisé. Et donc, comme il le dit en préface, le peuple est et restera toujours propriétaire des droits de souveraineté. Et comme en prévision des critiques que les théoriciens ultérieurs de l'État opposeront au fédéralisme, Althussus prend garde de préciser que le droit de souveraineté ne s'oppose pas aux différents droits particuliers structurant les communautés inférieures. S'il est d'autorité supérieure au leur, ces domaines de compétences sont différents. Donc, ce droit-ci, le droit de souveraineté, a spécifiquement pour but d'assurer l'autosuffisance matérielle, l'autonomie et le bon ordonnancement de la consociation universelle. Donc, je vous ai détaillé les compétences que lui reconnaissait Althussus. Donc, l'administration suprême doit veiller au respect des différents droits symbiotiques et à l'aide réciproque des membres, au maintien de la concorde, à la satisfaction de ses besoins matériels, à la promotion des avantages de la vie sociale, aux finances publiques et à une imposition juste, à l'administration de la justice. C'est elle qui a la charge de réglementer les activités commerciales, exportation, importation, contrats, échanges publics, monnaie, dialecte et charges publiques. Il lui revient donc d'entretenir la force armée et d'exercer le droit de guerre et de paix. Et pour finir, elle doit traiter les affaires du royaume, c'est-à-dire les affaires qui ne ressortissent pas des consociations inférieures. Donc en conclusion de cette présentation, Althussus fonde la thèse d'un partage des droits de souveraineté à l'ensemble du corps du royaume sur une théorie tout à fait inédite de la subsidiarité politique, qui doit être comprise dans son sens institutionnel. Le nerf de son argumentation repose sur l'idée que grâce à sa part de droit souverain, ou de droit consociatif, symbiotique, chaque consociation accomplit ce qu'elle peut prendre en charge à son niveau et qu'elle s'unit à une consociation plus élargie pour satisfaire ce qu'elle ne peut réaliser à son niveau. En d'autres termes, aucune autorité n'est autorisée à retirer à un membre ce qu'il peut faire de sa propre initiative, ni à subsumer les administrations inférieures. Donc Althussus théorise un mode d'institution du pouvoir alternatif à l'État souverain, donc en montrant que la force du tout n'est pas impulsée par la tête, mais qu'elle résulte de l'autonomie des partis. Alors, mon troisième point, c'était de vous montrer son apport au libéralisme politique. J'ai encore du temps ? Oui, allez-y. Parce qu'en fait, j'avais une quatrième partie après. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Le libéralisme ou penser le fédéralisme politique en dehors de la catégorie de l'État ? Les deux. Ouais. Bon, alors, parce que ça, honnêtement, je l'ai fait pour vous. Donc, maintenant, donc vous me direz. Je serais revenu. Comment s'opère la gestion donc, de ce droit symbiotique au niveau des consociations ? Alors, Althussus ne défend pas un système de démocratie directe. Il reprend une thèse classique qu'on a conservée aujourd'hui. Si tout le monde commandait, à tout le monde, personne n'obéirait. Donc, d'après lui, après le pacte social initiant la forme consociative, les symbiotes instituent une administration à qui ils délèguent la gestion, donc pas la propriété, la gestion du droit symbiotique. Donc toutes les administrations, donc qu'il s'agisse du collège ou de la consociation universelle, la République, se composent de la même façon et obéissent aux mêmes règles. Et c'est à ce niveau donc, que l'on trouve les différents apports d'Althussus au libéralisme politique. Donc, il met en avant 3 niveaux de frein et de contrepoids au pouvoir pour assurer le principe de la souveraineté du peuple, c'est-à-dire s'assurer que la souveraineté ne va pas être accaparée à un niveau ou à un autre de l'échiquier politique. Alors d'abord, le principe, une composition bicéphale de l'autorité politique. L'administration se compose de 2 instances, un collège de conseillers et un principe unitaire, le chef.
Donc le premier point qu'il souligne, c'est que les collèges de conseillers représentent les citoyens associés. Donc ils sont leurs délégués, c'est-à-dire qu'ils relaient leurs attentes, leurs besoins ou leurs difficultés. Et concernant les cités et les provinces, ils donnent voix aux citoyens au niveau de l'autorité suprême. Le deuxième point, c'est que la fonction du collège de conseillers est tempérée et de contrôler le pouvoir du dirigeant, qui ne peut pas gouverner sans eux. La loi ne gagne de valeur contraignante qu'après examen par le collège, et le collège doit vérifier son bien-fondé. Il peut l'amender, la corriger, si besoin, avant sa promulgation. Deuxième principe mis en avant, la nomination des membres de l'administration s'effectue par un biais électif. Donc, alors aujourd'hui, évidemment, ça nous semble évident, mais début du XVIIe siècle, le principe n'était absolument pas admis. Enfin, pas par tout le monde. Donc, pour Altusius, tous les membres de l'administration doivent être élus par les citoyens. Les sujets n'obéissent qu'aux autorités qu'ils ont choisies. Donc, et comme les citoyens disposent du droit d'élire leurs magistrats, donc là je parle vraiment de toutes les administrations, encore une fois, comme ils ont le droit d'élire leurs magistrats, leurs dirigeants, ils ont également celui de les démettre, s'ils s'acquittent mal de leurs fonctions. Donc cela vaut aussi pour le prince, le magistrat suprême, qui peut être démis de ses fonctions par les efforts. Troisième principe mis en avant, le principal outil pour contraindre les politiques à ne pas outrepasser leurs droits, et donc pour soumettre le pouvoir au respect du droit. Donc, Altusius forge le principe de la délégation contractuelle du pouvoir. Donc là, encore une fois, c'est une thèse qu'on réinscrit aujourd'hui dans la tradition plus tardive des théoriciens contractualistes, Rousseau, Hobbes, etc. Donc, il soutient la thèse que les dirigeants sont liés à leur sujet par un contrat politique. Donc, il considère qu'à tous les niveaux consociatifs, les citoyens ou les membres transmettent le droit symbiotique de la consociation à un dirigeant sur la base d'un pacte qui fixe les modalités et les finalités du pouvoir. Donc le contrat promulgue la loi fondamentale de la communauté et le dirigeant doit s'engager à le respecter pour que son élection soit validée. Et une fois son engagement acté, il reçoit du citoyen le serment de fidélité, d'obéissance en retour. Donc, et l'institution du magistrat suprême, en fait, donc du prince, s'opère pour Altusius de la même façon. La transmission des droits de souveraineté s'effectue sur la base de ce qu'il appelle un contrat de mandat, un contractus mandati, qui fixe précisément les droits et les devoirs de chacune des parties, sujet, magistrat. Donc en droit privé, donc évidemment cette théorie est complètement novatrice à l'époque, et pour la forger, en fait, Altusius transfère dans le droit public une catégorie qui existait dans le droit privé, le contrat de mandat. Donc, dans le droit privé, contrat de mandat, c'est une convention bilatérale par laquelle le mandant donne à un autre, le mandataire, le pouvoir d'accomplir des actes en son nom. Donc, Altusius se transpose. Pour lui, il considère que le collège des efforts, donc les efforts, ce sont les représentants du peuple, délègue au magistrat suprême, le mandataire, certains droits, dans des limites et pour des fonctions bien précises, pour agir dans l'intérêt du mandant, le peuple. Et donc ce contrat de mandat instaure un lien juridique contraignant entre les deux parties. Donc l'exercice du pouvoir est conditionné au respect, en gros, les lois par le magistrat, les lois divines et naturelles, les lois fondamentales du royaume et les conditions prescrites dans le contrat. Et donc, s'il ne les respecte pas, les efforts sont en droit de le démettre de ses fonctions, de reprendre les droits de souveraineté et de protéger les institutions en exerçant le droit de résistance s'il ne tempère pas. Donc, comme on imagine, c'est cette thèse qui a fait scandale à l'époque. Non seulement Altusius soutient que le peuple peut traiter d'égal à égal avec le prince, qu'il lui est redevable de ses actes, mais il affirme en plus que son pouvoir est borné, donc il est borné par le droit et il est borné en termes de compétences, et que d'autres corps dans la République possèdent également un droit à des compétences politiques. Donc,
Je vais pas reprendre la réponse et la critique parce que là, je vous avais détaillé en fait l'argument que bon, c'est Grotius, Berkeley, etc. et Hobbes peuvent lui opposer et la réponse d'Althussus. Je vais pas la dire, ça va être trop long. Je vais passer. Voilà, ça je vous avais synthétisé. Bon, c'est pas. On pourra en revenir. C'est pas. Non, c'est pas grave. Donc, c'était en fait, je récapitulais les conditionnements. Bon, je vous résume l'argumentaire. En fait, donc en fait, sa théorie du contrat mandataire résiste en fait à la critique que ses opposants lui opposent. Et donc, voilà, il conclut en fait son argumentation. Il résume son argumentaire en une phrase. Les rois existent donc de par le peuple. Ils sont constitués pour le peuple, dont ils sont les ministres chargés du bien-être de la République. Voilà. Donc le peuple, en fait, conservera toujours la propriété des droits du royaume, etc. Donc mon quatrième point, c'était en fait ce que Althussus nous apporte en fait pour la pensée contemporaine, la possibilité de penser le fédéralisme politique en dehors de la catégorie de l'État. Alors, donc la politique d'Althussus a eu un destin un peu particulier, donc il a été complètement ignoré pendant toute la modernité, et il doit sa redécouverte à un juriste allemand, frontière 19e-20e, Otto von Gierck, qui publie en 1880 un ouvrage majeur, qui a dernièrement été traduit par Céline Join, Althussus et le développement des théories politiques du droit naturel. Alors, ce qui intéresse à l'époque particulièrement Gierck, c'est la théorie de la consociation d'Althussus. Donc, évidemment, il signale déjà le fédéralisme, mais sans considérant propre. Alors, celui qu'il fait, c'est un autre juriste allemand, un politologue plutôt, allemand un petit peu plus tardif, Karl Joachim Friedrich, qui consacre sa vie, donc on ne connaît pas vraiment non plus en France, donc qui consacre sa vie à la notion de fédéralisme. Et comme Althussus, Friedrich ne se focalise pas sur les centres de pouvoir. Il s'attache à dépister et analyser les processus qui travaillent en profondeur les sociétés politiques. Et il se heurte à la même difficulté qu'Althussus. Les concepts de la science politique ne permettent pas de saisir les dynamiques qui travaillent en profondeur les sociétés, la réalité sociopolitique. Et l'une des catégories qui lui semble la moins adaptée est celle d'État, qui renvoie, donc, comme il le dit, à une structure stratifiée, figée, monolithique, alors que les entités politiques sont en constant devenir. La difficulté supplémentaire, c'est que la théorie politique contemporaine, moderne, analyse le fédéralisme en référence à l'État. On présente généralement comme une forme particulière d'État. Il est significatif qu'on parle d'État fédéral lorsqu'on le présente. On ne parle pas de fédération. Et le terme n'est pas encore rentré en sciences politiques. Donc l'intérêt pour Friedrich d'Althussus, c'est d'avoir théorisé précisément le principe du fédéralisme, à savoir, donc là je cite Friedrich, l'union de groupes unis par un ou plusieurs objectifs communs, mais conservant par ailleurs leur caractère distinctif de groupe. La fédération les unit sans les détruire et vise à les renforcer. Il institue la coopération organisée de groupes en tant que groupe. Et là, on retrouve vraiment le lexique, en fait, c'est des termes explicitement althussiens. Et donc, pour appréhender le fédéralisme en tant que tel, donc là, je vous mets une citation que je trouve très intéressante de Dieter Widuckel, encore un spécialiste d'Althussus. Donc, pour appréhender, si on veut vraiment appréhender le fédéralisme en tant que tel, il nous faut donc prendre pour base une conception du fédéralisme qui évite le rétrécissement étatique sans statique et cherche l'originalité du fédéral en tant que phénomène dynamique procédural dans le domaine sociopolitique.
dans le cadre d'une conception du fédéralisme élargie à sa dimension politique et sociale, il faut intégrer le concept althussien d'un ordre pluriel de membres fondé sur le consensus, la coopération et l'équilibre. Donc l'apport d'Althussus, qui est souligné par la majorité des commentateurs contemporains, est d'élaborer une forme de fédéralisme qui permet de rendre compte et de respecter la dynamique, la dimension dynamique et évolutive des sociétés politiques. Donc ça, c'est la première distance critique qui nous fait prendre par rapport à nos catégories usuelles. Son deuxième apport est de compléter sa théorie du fédéralisme sociétal par celle d'un fédéralisme politique atypique, qui ne s'instaure pas au niveau gouvernemental, mais dans la structuration de la société politique. Donc, il théorise la consociation universelle comme une fédération de communautés. Sa principale caractéristique est la préservation de l'autonomie des membres qui s'unissent en une coopération plus complexe, une consociation plus complexe. L'union n'opère pas la fusion des membres associés, mais le partage de certains secteurs d'activité, de certaines compétences, les membres conservant par ailleurs leur autonomie. Donc Althussus articule sa thèse du fédéralisme politique à une théorie inédite de la démocratie. Donc, il ne la conçoit pas comme une forme de gouvernement, mais comme une forme d'institutionnalisation du pouvoir. Ce que l'on traduit généralement, on peut appeler une démocratie corporative. Une démocratie qui s'exerce en fait dans une logique coopérative. Donc la thèse d'un droit propre à chaque forme consociative lui permet de maintenir une étroite proximité entre les instances gouvernementales, les instances dirigeantes et les communautés de vie. Donc il choisit une voie opposée à celle suivie par la modernité tardive, qui dépolitise le démos, la société civile, en réservant la compétence politique à l'État. Pour Althussus, l'autonomie politique s'acquiert par l'entrelacement le plus étroit possible entre le pouvoir, les instances dirigeantes, et la société civile. Donc il choisit de conceptualiser dans un même mouvement la société et son institution politique. Donc le dernier point qui mérite d'être souligné, je le réserve en conclusion, on va dire ça. Allez-y. Ouais. On n'est pas... Donc le dernier point, parce que quand même c'est énorme, quoi. Je veux dire, quand on... Prenez le temps, Quand on lit ce texte, c'est à la fois en décalage par rapport à nous et d'une modernité incroyable. Le dernier point, en fait, qui mérite donc d'être souligné est le rôle fondateur qu'il fait jouer à la Constitution. Alors le terme n'existe pas, évidemment, à l'époque, mais fédéralisme et démocratie, vont chez lui de pair. Mais leur combinaison ne serait pas possible sans un troisième facteur, la présence d'une autorité capable de fixer et de faire respecter les conditions de l'union entre les membres, évidemment, et les droits des citoyens. Et cette exigence conduit Althussus à forger la notion moderne de constitution. Pour résumer, chacune des constitutions se forme sur la base d'un pacte que chacun doit s'engager à respecter. Elles s'unissent, encore une fois, sur la base d'un pacte. Et le dirigeant suprême est lui-même recruté et exerce ses pouvoirs sur la base d'un pacte. Et donc les règles instaurées à chaque niveau fixent la norme de toute action politique. Et les décisions politiques, donc au niveau à chaque fois consociatif, sont réglées sur ces normes. Et Althussus considère que il leur confère en fait le statut de ce qu'on appellerait aujourd'hui des lois organiques. Et Althussus considère que la loi fondamentale, donc la loi fondatrice du royaume, donc je le cite, je vous l'avais mis, je crois, oui, voilà. Donc la loi fondamentale, donc sur laquelle reposent les fondements de la consociation universelle, n'est autre que l'ensemble des accords par lesquels les nombreuses cités et provinces se sont unies et ont consenti à entretenir et défendre dans une même république une communauté d'activités, de conseils et d'aide. Lorsqu'elle se retire d'un commun accord de ses conditions et de ses pactes, la République cesse d'exister. Donc,
qu'en d'autres termes, pour protéger l'Union fédérale, il faut à la communauté ce qu'on appellerait aujourd'hui une constitution. Skaltusius résume en une phrase. Le pouvoir circonscrit par des lois déterminées ne tourne en effet pas à la ruine des citoyens ni ne dégénère en tyrannie. Voilà. Donc, je conclue rapidement. Oui. Oui, allez-y. Alors, la pertinence, si vous voulez, la pertinence contemporaine de la pensée althussienne, c'est qu'Althussus nous permet de penser la politique autrement. Il pointe ce que les catégories modernes de la théorie politique passent sous silence. L'objet même, en particulier, l'objet même de la politique, qui est la coopération organisée. Et pour lui, donc, le but de la politique, c'est de promouvoir, on l'a vu, promouvoir le partage coopératif des services et des ressources au sein des communautés humaines. Et donc, il choisit de ne pas extérioriser les instances politiques de la société civile. C'est-à-dire, il ne raisonne pas dans les termes de la distinction entre État et société. Mais donc, de les penser conjointement. Donc, au niveau consociatif, il articule ça à une théorie du fédéralisme sociétal. Et au niveau global de la République, par la théorie d'un fédéralisme politique non étatique. Et donc, son intérêt pour les théoriciens contemporains est qu'il élabore une conception du fédéralisme plus radicale que la forme classique de l'État fédéral. La question centrale posée par Althussus n'est pas de savoir qui a la compétence de faire quoi, mais qui devrait faire quoi pour que l'ensemble des dispositions soient satisfaisantes pour tous. Donc, le principe qu'il met en avant, donc on a vu, c'est la répartition subsidiaire des compétences politiques. La préservation de l'autonomie politique exige que les décisions soient prises au plus près des citoyens. Et donc, les instances supérieures n'interviennent que de manière subsidiaire pour compléter les besoins qu'elles ne peuvent satisfaire. Voilà. Et le dernier point donc, que j'ai un peu écourté, mais qui méritait d'être signalé, c'est le fait de pointer, disons, que la dynamique entre démocratie et fédéralisme s'instaurait par la médiation d'un troisième élément, qui était la notion de constitution. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme Jean-Philippe est le prochain orateur et qu'il a donné le feu vert, je pense qu'on peut prendre quand même une demi-heure pour un temps de questions. Je suis sûr que les questions ne manqueront pas, ou les commentaires. Alors, qui veut ouvrir le feu, si je puis dire? Christine. Si Althussus revenait sur Terre aujourd'hui, quel jugement porterait-il sur le système politique actuel et qu'est-ce qui le choquerait? Alors, sachant quand même que Jean-Philippe va intervenir sur l'Union européenne et... Mais voilà, non, mais juste pour... voilà. En fait, il ne résonne pas du tout dans nos termes à nous. Le fait, par exemple, on ne pourrait absolument pas appliquer sa politique aujourd'hui parce qu'il résonne dans une société holiste. Donc évidemment, enfin, dans sa dicayologie, il parle des droits à protéger pour les individus et tout, mais pour lui, la notion d'individu, elle n'a aucun statut politique. Si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire avec un individu? C'est à partir du moment où les individus tissent des liens entre eux, si vous voulez, que la politique émerge. Donc, la société libérale, dans le sens contemporain, pour lui, n'aurait pas de sens. Voilà. Moi, j'avais dit. Je comprends la pertinence d'Althussus aujourd'hui. Mais je me demande à l'époque, étant donné les structures politiques qui étaient en place, basées sur le féodalisme et tout ça, est-ce que lui, il suggérait une piste où il avait pensé cette transition entre ce système, la structuration politique d'alors et celle qu'il imaginait? Ah, ben oui, parce qu'ils se fondent quand même sur la structure du Saint-Empire romain germanique.
qui comprenait déjà des structures autonomes, du style les villes. Les villes, c'était des cités libres. Les cités libres avaient un statut, elles avaient le droit de représentation au sein de l'Empire, parce que justement, c'était des cités libres, autonomes. Il y avait des corps extrêmement divers dans le Saint-Empire. Donc oui, c'est basé en fait sur ça. Le grand apport, seulement c'était ça. L'empereur n'avait pas assez de pouvoir en son époque. Donc il n'a pas de territoire particulier, puisque le territoire est divisé en Länder. Et donc ce sont les dirigeants des Länder qui exerçaient le pouvoir politique. Et au XVIe siècle, la figure impériale s'était extrêmement affaiblie. Et donc Altusius, en quelque sorte, renforce cette structure en lui donnant des compétences qui n'appartiennent pas aux autres. Voilà. Alors Pierre et puis Lisa. On comprend qu'il était très avant-gardiste, mais est-ce que vous pensez qu'il a juste été visionnaire sur des choses qui se sont déroulées plus tard, ou est-ce qu'il a eu une influence sur ce qui s'est déroulé plus tard? Ah, alors oui, justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que sa thèse a tellement fait scandale, si vous voulez, à l'époque, qu'il a été banni. Enfin, ses contemporains disaient qu'il fallait le bannir des universités, absolument pas lire son ouvrage, et il a été effectivement mis à la trappe. Il n'a pas été discuté. Vous savez, des fois, il y a des livres qui font scandale et qui sont tellement justement discutés qui s'inscrivent après dans le temps. La Politica, ça n'a même pas fait ça, en fait. Il fallait le brûler, l'ouvrage. Le brûler et l'oublier. Et comme après, la dynamique s'est déplacée, donc on a plus la tournée, c'était plus vraiment sur des discussions sur la souveraineté d'État. Et donc sa théorie à Altusius n'a pas pris racine. Puis en plus c'était des catégories, vous imaginez le truc. Enfin, c'était lourd quand même. Si vous voulez, on peut même pas résumer sa politique. Pour Baudin, c'était facile. Souveraineté, pouvoir indivisible, inaliénable. Altusius, définissez-moi la souveraineté. Le pouvoir d'auto-organisation des consociations, c'était voilà. Donc ça n'a pas marché. Et donc non, il n'a pas eu de descendance. Alors on a supposé que Rousseau pouvait avoir lu son ouvrage, et effectivement il le cite, mais on ne sait pas s'il l'a lu, donc il était en latin à l'époque, donc on ne sait pas s'il l'a lu, on n'en a pas, voilà. Proudhon, c'est pareil, on se doute qu'il a peut-être lu, et donc effectivement, vous voyez des similitudes, mais ça n'a pas pris. Voilà. Il re-rentre vraiment dans la pensée grâce à Gierke. Lisa. Dans la description des pouvoirs attribués à l'administration suprême, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé, oui. Il y a des choses qui me semblent aujourd'hui... ma question c'est, est-ce que c'est un souhait de sa part ou est-ce que c'est un constat? Parce qu'il y a par exemple les dialectes, l'imposition... Enfin, il y a des choses qui me semblent, moi, être justement plutôt du ressort de province ou de canton, voire de ville. Il me semble que les dialectes, effectivement, c'est quelque chose qui va se décider à une échelle plus locale que l'administration suprême. Donc ça me semble encore attribuer beaucoup de pouvoir à une administration suprême qui ne devrait pas s'occuper de ce genre de choses. Oui, alors je crois, je ne peux pas vous répondre à sa place, mais je pense en fait que comme justement il a en vue le Saint-Empire romain germanique avec des peuples qui ne parlent pas la même langue, dans le même... et donc qui ne peuvent pas communiquer. Parce que pour pouvoir communiquer, échanger, etc., il faut avoir un langage commun. Je pense qu'il l'a mis au niveau suprême justement pour faciliter la possibilité de communication entre des populations très diverses. Donc c'était un souhait. En l'occurrence, c'est pas un constat, puisque justement à l'époque, l'état du droit fait que chaque province a son dialecte, voire chaque ville parfois. Oui, mais si vous voulez, si ça restait en l'état, les différentes communautés de la consociation universelle ne pourraient pas commercer, ne pourraient pas échanger, parce il manquerait, si vous voulez, un élément commun. Oui, c'est le cas. En Suisse, on a différentes langues, on a parfois même des dialectes qui sont... Je dis on parce que je suis on a parfois même des dialectes qui sont assez marqués. Les Zurichois ne comprennent pas forcément ce que disent les Lucernois. Et ça fonctionne bien. Donc, et effectivement, si quelqu'un arrivait à la tête du pouvoir, la tête du pouvoir en Suisse, c'est quand même assez... si quelqu'un disait du jour au lendemain, maintenant il faudrait que tout le monde parle la même langue... Ah non, en fait, c'était pas ça. C'était pas ça.
C'était pas uniformisé. C'est pas possible. Mais je sais pas. Je peux pas. Jean-Philippe? Alors, par rapport à cette question suisse, Oui, oui, c'est exactement l'exemple. mais je trouve ça très intéressant, La parce Suisse. qu'elle a aussi parlé de finances. Oui. Et en fait, il y a un petit rôle, mais les Habsbourg n'avaient absolument pas de fiscalité propre. Quand ils en avaient une, ils la faisaient percevoir par la base. C'était jamais eux ils n'avaient pas de trésorerie générale, par exemple, de percepteurs, etc. Et ce qui est très intéressant, moi, ce que j'ai lu avec passion votre traduction, c'est le fait qu'ils demandent que chaque consociation soit maître de ses finances. Oui. C'est-à-dire, au fond, on traduirait ça aujourd'hui en disant que les collectivités territoriales ne peuvent assumer leur vrai rôle que si elles ont leurs propres finances. Oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui est le cas en Suisse, par contre. Et c'est probablement pour ça que la Suisse, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Il y a un Tout à fait. de concentration quand même. Aujourd'hui, l'impôt fédéral devient de plus en plus Oui, important. certes, bien sûr. Malheureusement, Bien sûr, quand même. on suit malheureusement la modernité. Oui, c'est vrai. J'avais... Ouais, Geneviève. C'est très important ce que vous êtes en train d'aborder. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas du tout de considération sur la chose spirituelle. C'est un pouvoir à côté. Ah oui, alors non, en fait, je l'ai pas mis, parce que si je rajoutais ça en plus... Non, alors c'est beaucoup plus compliqué, parce que il est calviniste, et il se bat évidemment contre le modèle romain, et donc il insuffle, il fonde toute sa politique, en fait, c'est encore pire dans la troisième version, sur le décalogue, qui devient la règle. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est un petit peu c'est notre droit naturel à nous. Mais bon, lui met en avant le décalogue. Et au niveau de la province, il insère dans son administration, en fait, il divise les collèges politiques et les collèges spirituels, en fait, ecclésiastiques. Et il parle aussi, c'est encore plus important, il parle d'un droit de souveraineté ecclésiastique qui émerge donc déjà dans la province. Et donc, il se retrouve évidemment au niveau du droit de souveraineté ecclésiastique. Bon, j'ai pas pu en parler, en fait, c'est tellement important. Bon, simplement, ce qui est un peu différent par rapport à Calvin, c'est qu'il impose, en fait, il donne la prééminence aux politiques. Donc, les deux instances, les deux collèges ecclésiastiques et politiques sont ensemble, si vous voulez, dans le collège des conseillers, à côté des dirigeants, mais en fait c'est quand même le politique qui a le dernier mot. Voilà. Donc j'avais deux questions, ou peut-être une remarque et question. La première, en vous écoutant, je pensais un peu à l'ouvrage de Berman, Droit et Révolution, et à cette description du droit tout à travers le Moyen-Âge, de cette idée de polycentrisme. Et j'ai un peu l'impression qu'il essaie de sauver en fait certains éléments de cette évolution du Moyen-Âge contre la montée de l'État moderne tel qu'on va le connaître. Et alors pour reprendre ce que disait Pierre, apparemment il a échoué puisque finalement les États modernes ont fini par avoir le dessus. Et, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, essayer de sauver une forme, pour reprendre l'expression de Berman, de polycentrisme qui préside un peu autour du Moyen-Âge, ces contrats synalagmatiques entre les... oui. Est-ce qu'il n'y a pas... On sent qu'il est un peu entre deux mondes, en quelque sorte. Enfin, moi, il y a d'un côté ces États qui montent, l'État français, et cette souveraineté de Baudin qui s'affirme, cette théologie de l'État, comme on dit certains, qui est en train de se développer. Et puis d'un autre côté, et ce Moyen-Âge qui avait quand même, au niveau institutionnel, avait beaucoup réfléchi. Il y a quand même eu la Magna Carta, il y a quand même eu le pacte de Košice, etc. Il y avait eu... J'ai l'impression qu'il était en train de... enfin voilà, c'était juste une question. Ma deuxième chose est liée un peu à ça. Le principe de subsidiarité, il y a toujours cette question de qui décide, des compétences, ce qui doit monter, ce qui doit descendre. Est-ce qu'il... apparemment, il traite un peu des questions de conflits potentiels.
Et est-ce qu'il y a un droit de cession? Ici dit lorsqu'elle se retire d'un commun accord. Mais est-ce qu'il faut que toutes voilà, que toutes les principautés, non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, les consociations, oui, mais le niveau, les provinces. Est-ce que si une province toute seule décide de sortir, est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'il y a un droit, ou est-ce qu'il faut que ce soit toutes les provinces qui décident de mettre fin à leur aventure commune, en quelque sorte? Alors, oui, d'un commun accord. Oui, donc effectivement, au niveau du royaume, de la consortiation universelle, il faut effectivement que toutes les provinces et cités soient d'accord entre elles pour défaire l'union. Après, au niveau des pactes, si vous voulez, l'alliance entre deux cités, là, donc on est à l'intérieur, là, elles peuvent défaire leur union comme elles veulent. Voilà. Et donc pour votre votre précédente remarque, en fait, évidemment que le Moyen-Âge fonctionne dans des catégories complètement différentes. Seulement Heltusius, ce qu'il avance, enfin ce qu'il refuse, c'est l'idée d'attribuer tout le pouvoir à une strate, si vous voulez, supérieure, centralisée et tout. Donc qu'est-ce qui fait qu'il n'existait pas au Moyen-Âge? C'est qu'il confère le même type, en fait, la même structure de droit à chacun des corps qui avaient été distingués, mais effectivement. Donc ça, c'est Otto von Guercke, Das Genossenschaftrecht, qui développe en fait ça et qui réinscrit évidemment Heltusius. Bon. Et il est, si vous voulez, à la frontière entre deux mondes, parce que évidemment la modernité elle se construit avec l'État souverain, donc il n'est pas dedans. Voilà. Et bon, il est plus dans la période médiévale. Et donc des gens comme Locke, comme Hobbes, ne le connaissaient pas ou Eh ben non. C'est d'ailleurs surprenant parce que Locke reprend le principe de la sociabilité naturelle, si vous voulez, qui est passé de Grotius qu'aura pas Hobbes, par exemple. Et donc on voit un petit peu une similitude avec Heltusius. Simplement, Heltusius, pour lui, l'individu, c'est pas pertinent sur le plan politique. D'autres remarques, questions? Non, c'est l'heure du café. Alors bien, on vous remercie encore une fois.